Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Élise Noël, je vis en France, en Normandie. Je fais cette vidéo aujourd'hui à la demande de Gail Ouellette pour témoigner de mon parcours personnel et de ce qu'il en est ressorti d'un point de vue associatif. J'ai toujours eu des petits soucis de santé pendant l'enfance, l'adolescence et pendant ma pratique sportive en compétition. Rien de réellement notable ou grave finalement, mais j'avais juste toujours quelque chose. Ma grossesse a engendré des douleurs et une très grande fatigue et a été un premier grand changement. Et les problèmes de santé ont augmenté en 2012, avec des douleurs de plus en plus importantes, diffuses. J'étais alors jeune divorcée, maman solo d'un jeune garçon dynamique de 4 ans. Et en septembre 2012, suite à un tout petit choc en jouant avec mon fils, je me suis retrouvée avec une fracture de la pointe du sternum. Une petite fracture. Mais la petite fracture a engendré des douleurs atroce et indicible. Il s'est enclenché une spirale. J'étais orthophoniste en libéral, avec des charges à assumer tant professionnellement que personnellement. Au moins 2 semaines sans aucune indemnité si jamais j'étais en arrêt de travail, donc je devais aller au travail coûte que coûte, même si mon état général empirait au fur et à mesure. Je travaillais tant bien que mal, j'annulais souvent des rendez-vous pour pouvoir rentrer plus tôt chez moi, m'écrouler et pleurer toutes les larmes de mon corps. Le matin, avant de partir, je pleurais toutes les larmes de mon corps pour réussir à trouver la force d'aller au travail et de m'occuper de mon fils. 5 mois à ce régime et j'ai craqué. En janvier 2013, un tout petit accident de voiture a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai accepté l'arrêt proposé par mon médecin depuis plusieurs semaines. J'ai appelé mes parents à l'aide et je suis allée vivre 2 mois chez eux avec mon fils. Je n'ai plus jamais repris le travail. J'avais alors 31 ans. Un premier rhumatologue a mis ma douleur sur le compte de ma situation personnelle. La douleur persistante était liée à mon état émotionnel, à mon divorce, aux difficultés relationnelles avec mon fils, au fait que je n'étais pas chez moi. Mais elle ne m'a rien proposé pour aller mieux. 6 mois plus tard, un nouveau rhumatologue me diagnostiquait fibromyalgique, en me disant « Vous n'avez rien, c'est donc une fibromyalgie. » D'accord. Mais au moins lui, il m'a envoyé vers un centre de la douleur. Ça faisait plus d'1 an que je vivais une torture au niveau douleur et enfin j'accédais à un centre de la douleur. J'étais devenue incapable de faire une phrase française tellement l'épuisement était accablant, incapable de faire un calcul simple, 8 plus 3 de tête, incapable d'écrire, de tenir un stylo, d'amener la fourchette à ma bouche, de couper ma viande moi-même. Je dormais 2 à 3 heures par nuit. La douleur était généralisée et l'asthénie profonde. Le centre de la douleur a modifié mon traitement médicamenteux et surtout m'a éduquée à la douleur. On m'a indiqué que je devais morceler mes activités pour réussir à les faire, diminuer la pression que je me mettais sur les épaules, notamment avec mon fils. Au même moment, j'ai changé de kinésithérapeute. Il a compris, il a appris avec moi, il s'est adapté et il faisait ce qu'il pouvait pour me soutenir. Mon diagnostic a été fait totalement par hasard. J'ai consulté mon cardiologue pour ajuster mon traitement pour ma tachycardie que j'avais depuis le début de la douleur importante. Et donc en mai 2014, je consulte ce cardiologue et lorsqu'il m'a vu ce jour-là, il a tout de suite fait le rapport entre mon état et celui de son ami médecin qui venait tout juste d'avoir un diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos par le professeur Ramonet. Il a donc fallu 6 ans après mes symptômes majorés par la grossesse et presque 2 ans après la fracture qui m'a fait plonger dans la douleur généralisée et l'asthénie pour donner un nom à ma pathologie. J'avais un syndrome d'Ehlers-Danlos. Mon cardiologue ne s'est posé aucune question, il a passé sa soirée à lire tout le site du professeur Ramonet et le lendemain j'avais toutes les prescriptions en main, l'oxygène, les compressifs, le matériel à mémoire de forme. Il a écrit au professeur Ramonet pour obtenir un rendez-vous pour moi. Ce dernier m'a renvoyé vers un interniste de notre secteur qui avait appris avec lui. Et le diagnostic a été posé officiellement 2 ans après mon arrêt de travail, en 2015. L'interniste a confirmé le diagnostic, a indiqué que ce qui était mis en place était très bien, et m'a dit on se revoit dans 1 an pour voir l'évolution. C'est tout. Je l'ai revu 1 an plus tard, puisque c'était spécialiste de notre secteur,
Il m'a indiqué d'aller voir un dentiste pour une gouttière, de changer de podologue, d'aller chez l'orthoptiste, et qu'ensuite les douleurs seraient derrière moi. Il m'a indiqué qu'il ne me suivrait pas, et que je devais organiser mon suivi avec le centre de la douleur. Je suis sortie de ce rendez-vous assez dubitative, et sans plus aucun spécialiste pour me suivre. Ces essais de traitement ont été un échec, et m'ont provoqué des crises terribles de plusieurs mois. J'étais seule, avec mon kiné. Mon médecin traitant se contentait de renouveler les ordonnances initiales faites par le cardiologue. Mon médecin de la douleur n'était pas voué à prendre en soin mon SED et seulement ma douleur. Alors j'ai commencé à travailler et à apprendre le SED. À l'époque, en 2016, il n'y avait pas grand-chose de proposé pour cela. Alors j'ai profité de ma double casquette de professionnelle de santé et de patiente pour intégrer la formation en ligne du professeur Amonet et du docteur Brock, formation qui était destinée aux professionnels de santé et qui s'appelait SED en ligne. Cette formation a été pour moi un révélateur. J'ai avancé sur la compréhension de mon SED et du SED en général, notamment sur la question de la proprioception et de la somesthésie en général. Début 2016, je me suis décidée à créer un groupe Facebook de discussion entre personnes atteintes dans notre secteur géographique. Je considérais que ce que j'apprenais auprès du professeur et des médecins qui intervenaient lors de cette formation devait aider les patients qui avaient eu le même médecin que moi et qui avaient été abandonnés à leur sort. J'ai assisté au 3e colloque international du SED, organisé par le professeur Amonet et le GERSED. Et j'ai commencé à travailler pour le GERSED en coulisses en 2017, suite à ma rencontre du docteur Daniel Grossin. 2017, c'est l'année de la publication des articles de New York. Ces nouveaux critères étaient flous, on ne comprenait pas leur raison d'être, tous les supports qu'on avait étaient en anglais. Le travail a été très très important pour rendre les choses accessibles et compréhensibles à tout patient et aux médecins. Ensuite, j'ai intégré officiellement le bureau du GERSED en 2019. Pour moi, le GERSED était la seule association qui défendait la prise en soin clinique du SED et la vision globale de cette pathologie. Donc je tenais à aider ces médecins courageux à former et informer les autres soignants, et ma double casquette de patient et de professionnel de santé me permettait d'intégrer le GERSED. Du côté des patients, j'ai fondé l'association SED in France avec mon conjoint en 2018, et puis j'ai fait un appel aux bénévoles motivés pour se lancer dans cette aventure. Notre but premier dans cette association était de vulgariser les informations sur le syndrome de l'herse dans l'os et les troubles du spectre de l'hypermobilité, les rendre accessibles à toute personne dans un langage simple. Voilà. C'était accompagné dans la compréhension de la pathologie, mais pas seulement la pathologie, également dans la douleur dans son ensemble et la fatigue dans son ensemble, apprendre à les gérer et apprendre à reprendre le contrôle sur ce qui nous est possible de contrôler. Et je tenais à ce que chaque personne puisse être actrice de sa prise en charge. Selon moi, de ce que j'en avais vu, aucune association à cette époque-là en France ne mettait en avant le respect des limites, le pacing, la gestion de la douleur et de la fatigue. Aucune association n'expliquait ce qu'était cette douleur indicible, quelle était sa raison d'être, pourquoi ça fonctionnait comme ça, et puis comment réellement essayer de reprendre le contrôle. Et selon moi, toujours, aucune association française ne défendait réellement le fait que les HSD et les SED devaient bénéficier des mêmes prises en soins, ou que le SEDH n'était probablement pas une pathologie rare. Alors on a décidé de le faire nous-mêmes. Voilà. J'ai assisté à toutes les conférences possibles sur les SED et HSD, celles des autres associations de patients, celles des centres de référence et de compétences. En France, nous avons des centres de référence et de compétences maladies rares qui sont censés être en charge des SED non vasculaires et vasculaires. La crise du Covid a permis qu'un certain nombre de conférences se fassent en visio, et ça m'a permis d'augmenter le champ des conférences, notamment les conférences internationales avec les membres du consortium, celle du RQMO. Et ma double casquette me permet d'accéder aux conférences pour les professionnels. Désormais, j'assiste chaque année aux 3 jours de conférences de la SFETD, qui est la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur. C'est une société savante de la douleur en France. J'assiste aux conférences des kinésithérapeutes, d'ostéopathes, sur les migraines, sur la fatigue, la douleur. Bref, je me suis informée et je m'informe pour mieux informer moi-même. Et nous entendions parler de plus en plus en France du titre de patient expert. C'est une notion
très très flou au final. Patient expert CED, ça n'existe pas, c'est bien dommage. Alors j'ai suivi une première formation de 40 heures, une formation à l'éducation thérapeutique du patient, pour être apte à participer à un atelier thérapeutique dans un programme. C'est une formation qui est obligatoire si on veut participer à ce programme d'éducation thérapeutique. J'ai obtenu cette année un certificat universitaire de patient ressources avec une autre bénévole de l'association. Nous sommes formés entre autres lors de ce certificat à l'animation de groupe et à la tenue d'entretiens individuels. Et grâce à ce diplôme et à ma formation à l'éducation thérapeutique, je me suis rapprochée de l'association Planète Patient. C'est une plateforme normande d'éducation thérapeutique. Ils ont actuellement 2 programmes, un enfant, un adulte, avec des ateliers communs à toutes les pathologies sur, par exemple, comment appréhender la pathologie, comment accepter le changement, comment gérer son alimentation, arrêter de fumer pour aller mieux, ce genre de choses. Et ensuite, ils ont des sections pour des pathologies précises, comme le cancer, le diabète, l'obésité. Et pour le moment, en France, il existe 2 programmes d'éducation thérapeutique CED. J'espère, grâce à mes formations, pouvoir participer à l'élaboration d'un programme spécifique pour les CEDH et HSD avec Planète Patient si j'arrive à les convaincre. En tout cas, c'est l'objectif. Au sein de CED in France, nous sommes désormais 5 bénévoles à être patients experts, donc à avoir le titre de patient expert, à être formés, à avoir appris la démocratie en santé et à continuer à l'apprendre, à apprendre à animer les groupes, témoigner, sensibiliser et informer au mieux. En 4 ans et demi d'existence de notre association, nous avons développé 4 groupes Facebook, l'un pour les personnes atteintes, l'autre pour les proches qui ont besoin de s'exprimer parfois loin du regard des personnes atteintes. Un autre pour l'humour et la détente, ce qui est nécessaire. Et le dernier en date pour la veille scientifique. Voilà, tous les articles nouvellement publiés sur ces 2 pathologies. Au sein de l'association, je me charge de tout ce qui est publication sur le site, sur les réseaux sociaux. Je me charge des newsletters. C'est également moi qui me charge des contacts avec les politiques et les instances avec une des bénévoles du bureau de l'association. Notre vice-président est assistant social en invalidité et il accompagne tous nos adhérents dans leurs dossiers sociaux. Il répond à toutes les questions des non-adhérents. Et enfin, nous avons 12 responsables d'antenne sur tout le territoire français, ce qui nous permet de gagner en visibilité, mais aussi en proximité auprès des adhérents. Toute cette équipe-là, en fait, oriente les personnes encore non diagnostiquées. Nous accompagnons celles qui sont perdues après le diagnostic, ce qui est normal, et nous accompagnons à la compréhension, nous leur apportons soutien et information. Je suis convaincue qu'il est impossible de gérer son CED-HSD si l'information n'est pas claire et adaptée. CED in France a désormais plus de 615 adhérents, nous avons même des adhérents suisses ou belges, voilà, et grâce à Gail Ouellette aujourd'hui, mon témoignage atteint même le Canada. On m'aurait dit ça il y a 10 ans. Voilà. Désormais, j'ai 40 ans. Au quotidien, je suis douloureuse chronique, mais je vais bien. Mon état de santé n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, même si l'équilibre doit être maintenu au prix de nombreux sacrifices, notamment la vie sociale. Je ne vis plus en permanence avec un 8-9 de douleur, je vis avec 2-4 de douleur de fond quand il n'y a pas de problème particulier. Et c'est tout ce que j'ai appris sur les CED et les HSD, tout ce que j'ai appris sur la douleur, la fatigue, le système nerveux autonome qui m'ont permis peu à peu de trouver des ressources pour aller mieux. Et c'est ce qui motive mon combat au quotidien, c'est que toute personne puisse accéder à ces informations. Encore quelques petites choses. Pour ceux qui ont un équilibre dans la pathologie et qui souhaitent aider, il est possible de se former pour apprendre à informer, pour témoigner, pour représenter les personnes atteintes, pour sensibiliser les soignants. Il est aussi tout à fait possible de ne pas en avoir envie, de souhaiter garder cet équilibre pour continuer l'épanouissement personnel malgré la pathologie. J'espère que ce témoignage sur mon parcours apportera de l'espoir à certains et de la motivation à d'autres. Oui, il est possible de contrôler certains aspects de son CED-HSD. Il est possible d'aller vers un mieux-être et un apaisement. C'est un travail de longue haleine.
En aucun cas, ce ne doit être une lutte. Nous avons des témoignages très positifs de personnes ayant suivi nos conseils et qui désormais vont mieux. Apprivoiser sa pathologie, c'est pas lutter contre, c'est accepter ce qui est, c'est faire avec, c'est s'adapter au quotidien et ne pas se résigner. Je ne suis pas une warrior, j'ai appris, j'ai accepté, j'ai adapté. Et je vais continuer encore et encore pour aller mieux. Je ne suis pas une warrior, en tout cas pas en ce qui concerne la gestion de ma pathologie. Par contre, je me bats avec mon association et avec le GERCED pour défendre les droits des personnes CED et HSD, pour informer et former, pour que l'errance diagnostique et thérapeutique diminue. Et là, nous avons besoin de nombreux combattants et combattantes, des gens motivés, parce qu'il y a beaucoup à faire, en France comme au Canada. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et encore merci à Gail Ouellette pour son invitation à faire ce témoignage. Bonne fin de conférence à tous.